Bonjour à tous, je suis Bérangère Le Gloeg, je suis Senior Field and Channel Manager, Marketing Manager chez Lucanet et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui, de modérer aujourd'hui cet atelier qui est dédié à la digitalisation des processus financiers dans le but d'accompagner le changement. Cette problématique, beaucoup de responsables financiers la ressentent vivement aujourd'hui parce que le paysage économique change de manière constante, se transforme radicalement et transforme aussi les missions du DAF et de son équipe. Il faut être plus rapide, aller plus loin et surtout avoir une confiance totale dans ces données pour pouvoir prendre les bonnes décisions et piloter efficacement face au changement. Avec moi pour en parler aujourd'hui, Cédric Eben, qui est CFO Group d'Olakin, et Stéphane Pinienta, directeur général de Lucanet France. Bonjour. Alors, tout d'abord, Cédric, pouvez-vous nous présenter Olakin en quelques chiffres clés? Alors, Olakin est une entreprise française, un groupe français d'une centaine de personnes spécialisées dans la e-santé, qui sécurise les revenus des professionnels de santé. On propose des solutions pour le traitement des feuilles de soins électroniques. On propose des solutions pour mettre à jour les cartes vitales. On propose des solutions de paiement et on propose des solutions pour la digitalisation des flux hospitaliers. La société fait environ 20 millions de chiffres d'affaires. D'autres chiffres qu'on peut citer, c'est qu'on traite avec environ 10 000 pharmacies, 6 000 praticiens. On met à jour 40 millions de cartes vitales par an et on traite à peu près 50 millions de flux bancaires. Oui, donc on vous connaît surtout avec, en tant que particulier avec les bornes dans les pharmacies pour la mise à jour des cartes vitales, mais bien plus au-delà. Et vous, Stéphane, pouvez-vous nous présenter Lucanet rapidement? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Lucanet est un groupe éditeur d'une solution de pilotage de la performance financière. Donc Lucanet est un groupe allemand. Moi, je représente l'entité française. C'est un groupe qui a 20 ans d'existence, plus maintenant 25 ans d'existence, qui est présent dans une quinzaine de filiales dans le monde. On est à peu près 800 personnes. On réalise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et notre cœur de métier, donc, c'est de fournir une solution technologique qui permet à nos clients, les directeurs financiers et leurs équipes, de faire face à leurs enjeux du quotidien en traitement de leurs données pour réaliser de la consolidation statutaire, du reporting financier, de l'élaboration budgétaire et bien d'autres choses maintenant avec notamment l'arrivée de l'ESG très prochainement, la gestion de la trésorerie également, du disclosure management. On a donc tout le périmètre de traitement de la donnée pour permettre aux directeurs financiers de répondre à leurs enjeux. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme chiffre? À peu près 5000 clients dans le monde, un peu moins de 150 en France. Nous sommes présents en France depuis 2015. Voilà, à peu près tout. C'est déjà bien. La première question sur finalement les défis de la digitalisation des processus va concerner le rôle du directeur financier aujourd'hui. D'après vous, Cédric, d'après votre expérience de financier d'entreprise, comment le rôle du DAF a évolué au cours de ces dernières années ? Selon moi, il y a une dimension pilotage qui est de plus en plus importante dans le rôle du DAF, où les défis sont abordés d'un point de vue de plus en plus stratégique, pas seulement d'un point de vue comptable. Et tout ça, c'est notamment par le reporting que ça peut nous aider en tant que DAF. Un reporting qui est efficace, un reporting qui est tout le temps accessible, un reporting sur lequel on peut avoir des données en temps réel. C'est ce qui compte vraiment. C'est ce qui compte vraiment pour être sûr de ses fondamentaux. Une fois qu'on est sûr de ses fondamentaux,
C'est là où on peut justement jouer sur cette performance financière. Cette performance financière nous permet d'avoir le côté business partner qui se développe. Et cet ensemble, en fait, c'est ce qui permet d'avoir ensuite les bons éléments pour justement prendre des bonnes décisions stratégiques, sentir les risques et décider en fonction de tous ces éléments. Donc un rôle de business partner qui est de plus en plus important. Exactement. Pour prendre les décisions aux côtés du CODIR. Voilà, c'est ça. Quels sont les besoins des DAF aujourd'hui pour piloter de façon éclairée, notamment lorsque on a énormément d'évolutions autour de soi, que ce soit au niveau de la réglementation ou un changement interne ou face à l'incertitude économique qu'on peut connaître aujourd'hui? Il faut des bons outils, il faut que ces outils discutent ensemble. Il y a également, ce qui est très important, c'est les équipes. On n'en parle souvent pas assez, mais avoir une bonne équipe, c'est quelque chose de très important. Et il y a toute cette conformité aussi de toutes les données. D'accord. Donc la synergie dans l'équipe est primordiale. La synergie dans l'équipe est primordiale, oui. Donc ça pose la question de la gestion des talents. Ça pose la question de la gestion des talents, c'est quelque chose qui est crucial actuellement. C'est pas toujours facile de trouver les bonnes personnes. Et une fois qu'on a trouvé les personnes, peut-être encore plus dans une PME, ce qui est le cas de l'Akin, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Ok. Le reporting va vous permettre de voir ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que ça va vous permettre aussi de voir ce qui va venir dans l'avenir? C'est en effet la chose la plus importante. Analyser les chiffres du passé, c'est bien sûr quelque chose qui est important, c'est ce qui nous permet d'avoir de la certitude et du confort, mais c'est le pilotage, c'est savoir comment va être l'avenir et avoir un outil de pilotage clair où en même temps on peut avoir la vue globale et la vue détaillée de façon instantanée. C'est ce qui permet ensuite de faire des prévisions. Et ces prévisions, c'est ce qui nous permet de pouvoir anticiper dans un monde qui est un petit peu plus incertain actuellement en particulier. C'est quelque chose de primordial. Très bien. Ma question maintenant s'adresse plutôt à Stéphane, en tant qu'expert solution. Comment la technologie peut répondre justement à ce besoin d'évolutivité, d'adaptabilité face au changement ? Alors, des technologies, il y en a beaucoup. Excel, c'est une technologie. Donc déjà, on est passé à de l'Excel. On a eu une phase où on faisait encore les comptes sur un papier avec un crayon et on est passé à Excel. C'était déjà une révolution en soi. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape suivante. Quand on parle de technologie, là, en l'occurrence, pour répondre précisément à cette question, c'est une technologie dédiée pour répondre spécifiquement aux enjeux que connaissent les DAF au quotidien. Donc une technologie qui peut être soit développée nativement pour répondre à ces enjeux-là, soit une boîte à outils qu'on paramétrerait pour répondre spécifiquement aux enjeux d'un tel ou tel client. Ces technologies-là permettent à la fois d'abord d'automatiser les choses pour éviter, je pense que vous avez passé l'après-midi à entendre cette même phrase de redonner du sens au métier du DAF, c'est-à-dire passer plus de temps à faire de l'analyse, à faire du data crunching sous Excel, ça c'est important. Donc faire en sorte que les processus soient le plus automatisés possible, que la technologie permette aussi de modéliser précisément les règles de gestion, par exemple. Quand on parle de conso statutaire, typiquement, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois qu'on met en place la solution. On a un modèle qu'on va appliquer et ce modèle va être exploité par l'ensemble des clients avec évidemment des améliorations, des changements, des ajustements à la marge. Mais en tout cas, les règles de gestion sont modélisées directement dans les outils. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça permet de standardiser les processus. Ça permet de standardiser aussi les règles de gestion, d'être certain que quand on dans un groupe multinational, quand on donne un KPI, qu'il ait la même définition partout. Ça, c'est important aussi de parler le même langage au sein d'une fonction.
Ça permet également d'améliorer la communication. Hein. Les outils technologiques aujourd'hui sont des formidables vecteurs de communication qui permettent de transporter l'information, de partager une même version de la vérité au travers de différentes couches hiérarchiques, au travers de différentes nations, différentes régions, différentes fonctions aussi. Donc la technologie va apporter ce côté transparence, bon, évidemment qu'on saura mesurer et adapter en fonction de la gouvernance et de l'organisation, mais en tout cas ça va apporter cette capacité à parler le même langage partout dans le groupe. Donc ça c'est extrêmement important. La technologie apporte aussi de la fiabilité, c'est indéniable. Lorsque l'on va traiter des processus complexes sous Excel, on n'est jamais à l'abri d'erreurs, de formules, de disparitions de fichiers, de macros, etc. Donc lorsqu'on fait appel à une technologie dédiée, on a un environnement qui est structuré pour supporter ces données-là. Et un autre élément important, c'est l'auditabilité. On l'a également évoqué tout à l'heure lors du panel sur l'intelligence artificielle. Il s'agit de savoir d'où provient ma donnée. Lorsque j'analyse une information, quand j'analyse un tableau de chiffres, un graphique, j'aime bien avoir la possibilité de zoomer à l'intérieur de cette information pour redescendre au niveau le plus fin, pour pouvoir expliquer, donner de l'information à cette donnée, et pas simplement absorber cette information et la diffuser sans la comprendre. Donc cette auditabilité est extrêmement importante. Alors les bénéfices de tous ces éléments que j'ai évoqués, évidemment, ça va être de pouvoir mieux communiquer, j'en ai parlé, de fiabiliser l'information, ça va être des gains de productivité, très important les gains de productivité. Aujourd'hui, on est dans un environnement où tout va beaucoup plus vite, on a une complexification aussi des processus, on a une complexification de la réglementation, les directeurs financiers sont soumis à de plus en plus de pression. Pression réglementaire, j'en parlais, mais pression également de leurs investisseurs, des fonds d'investissement, de l'ensemble des parties prenantes. Et donc, on a besoin de pouvoir gagner en productivité pour pouvoir produire mieux, plus vite, avec de la donnée plus fiable. Un autre élément qui me semble très important pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la gestion des talents, j'assistais tout à l'heure au panel précédent et ils en parlaient également, c'était de donner du sens au métier. Et comment attirer des talents et comment conserver des talents dans une organisation lorsqu'on leur demande de passer leurs heures à faire du data crunching sans apporter de valeur ajoutée. Et donc c'est très important de savoir mesurer la valeur ajoutée apportée par un membre de l'équipe et de lui donner des outils justement pour qu'il puisse créer de la valeur, donner du sens à son métier. Et sans ce sens que le collaborateur pourra donner à son métier, on le sait aujourd'hui, les nouvelles générations n'ont pas la patience d'attendre trop longtemps avant de changer de job. Donc il faut leur donner du sens, il faut leur donner les outils qui leur permettent justement de dépasser leur savoir-faire et d'apprendre et de pouvoir apporter leur valeur ajoutée à l'organisation. Ok, donc un enjeu de productivité, d'accélération, de standardisation, mais aussi voilà, de rétention des talents et surtout de valoriser le métier de la fonction finance comme il se doit. En restant sur la thématique de l'outil, Cédric, en tant que DAF, vous utilisez Lucanet, notamment pour vos besoins de reporting. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé ce choix et quels sont les bénéfices pour Olakin ? Alors, au moment où on cherchait un outil de reporting, on a fait appel on a recherché plusieurs sociétés. Et ce qui a fait la différence pour Lucanet, c'était la qualité des consultants avant-vente en premier. On a eu affaire à des consultants qui étaient vraiment spécialistes du métier. C'était pas juste nous dire voici l'outil et plus tard vous aurez des spécialistes. Il y avait déjà une très bonne connaissance au début. Et c'était également le type d'implémentation de l'outil qui était prévu, très flexible et en même temps très structuré. Et ça, c'était vraiment un asset, quelque chose un avantage pour nous.
Et ce côté est flexible et structuré. Dès les premiers ateliers d'implémentation, on voyait que finalement, on tirait déjà des bénéfices de l'outil. Donc, c'est même une fois qu'on avait pris la décision, en fait, et avant que ça soit fini d'être implémenté, on voyait déjà le bénéfice qui était là. Comme je vous le disais avant, Olakin a été créé en 2019. On a implémenté Lucanet en 2021. Donc, on n'avait pas d'outil de reporting au début. C'est le moment aussi où j'ai rejoint la société. Et à ce moment-là, en fait, c'est par Lucanet notamment que j'ai pu avoir rapidement des chiffres, des tableaux sur lesquels je pouvais baser mes prévisions, sur lesquels je pouvais anticiper ce qui allait se passer, pas seulement voir le passé. Vous me disiez un peu plus tôt que Olakin avait été créé en 2019 via un carve-out. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet ? Oui, c'est une partie que je n'ai pas mentionnée avant sur Olakin. Olakin a été créé en 2019, mais c'est une société qui est beaucoup plus ancienne, d'une certaine façon. C'était auparavant la BU Santé de Ingenico. Donc il y a un fonds qui s'appelle Andera, qui a investi dans la BU Santé d'Ingenico. Enfin, c'est devenu la BU Santé d'Ingenico est devenue Olakin. Ok. À Stéphane, à présent, quelles sont les principales avancées technologiques qui vont, selon vous, impacter l'avenir des départements financiers ? On est sur Innovation for Finance, forcément. Donc la technologie avance très vite. Aujourd'hui, on a une accélération des innovations qui permettent justement de pouvoir trouver dans la technologie beaucoup plus d'intuitivité. On voit que les applications mobiles et le web a une influence énorme sur les applications professionnelles. Aujourd'hui, le transfert vers le cloud permet justement de pouvoir bénéficier de toutes les technologies web et donc d'avoir une interface beaucoup plus flexible, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus orientée utilisateur final et moins technique. Ça, c'est une avancée majeure, je pense, des nouvelles technologies. On a également, évidemment, l'intelligence artificielle. On en a beaucoup parlé tout à l'heure. L'intelligence artificielle apporte un certain nombre de bénéfices. Je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard. On a le cloud, le fait de pouvoir transférer les informations sur des serveurs hébergés dans le cloud et donc de ne plus avoir à supporter en tant que client un environnement technologique, technique, hébergé chez soi avec les risques que cela suppose, notamment en termes de sécurité, avec la recrudescence de la cybercriminalité. C'est important de pouvoir s'appuyer sur des spécialistes du domaine et de pouvoir transférer ces informations dans des environnements cloud sécurisés. Ça permet également de pouvoir scaler. En termes de scalabilité, c'est également un des grands bénéfices qu'on va pouvoir tirer du cloud, de pouvoir justement démultiplier très rapidement, pouvoir augmenter sa capacité de production très rapidement, simplement en quelques clics, puisque les spécialistes du domaine ont mis en place des systèmes qui permettent justement de mettre à disposition de la capacité de calcul supplémentaire très rapidement. On a également le fait que maintenant les technologies sont de plus en plus orientées vers l'utilisateur final. Il ne faut plus seulement être un responsable informatique pour savoir aller jusqu'au bout du produit, c'est ça ? Oui, ça c'est un peu le pendant de ce que j'expliquais tout à l'heure avec une interface plus intuitive. C'est que les éditeurs aussi ont compris, et nous, on essaie de mettre ça en place depuis de nombreuses années. On a créé notre solution avec en tête un seul besoin, c'est de faire en sorte que l'utilisateur final, qui est notre directeur financier, qui est le contrôleur de gestion, le consolideur, puisse utiliser la solution et la faire évoluer seul, sans faire appel à des techniciens, sans faire appel à sa DSI, sans faire appel à des consultants externes. Et donc ça, je pense qu'aujourd'hui, les éditeurs ont compris qu'il était extrêmement important de pouvoir donner à l'utilisateur final la main sur son outil. Et c'est un conseil que je donne régulièrement aussi, c'est de faire en sorte que quand le directeur financier construit son environnement de travail, qu'il le fasse avec un maximum de soins, d'autonomie et d'indépendance.
Et c'est pour ça que faire du spécifique, c'est bien, parce que ça permet de construire des solutions aux petits oignons pour répondre très précisément à tous mes besoins. Par contre, ça a des travers. Hein, c'est que plus on fait de spécifique, plus on crée de dépendance avec le prestataire, l'intégrateur, les développeurs, l'informatique, et moins on sera flexible demain pour faire face aux évolutions de son besoin et de son métier. Un autre élément peut-être, c'est la robotisation. Hein, on en a aussi parlé tout à l'heure, la robotisation des processus, avec en cherchant à faire des gains de productivité pour éliminer toutes les tâches à basse valeur ajoutée, pour pouvoir transférer cette charge sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Et un autre élément que j'oubliais, mais qui est fondamental, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, les technologies se spécialisent. Hein, on va avoir des technologies très spécifiques, pure player, qui vont répondre à des enjeux fonctionnels, métiers, et que donc le nouvel enjeu des technologies est de pouvoir créer des API, des interfaces qui puissent permettre à ces différentes technologies de pouvoir communiquer entre elles, pour éviter justement d'avoir à faire des transferts manuels de données ou d'avoir à recopier de la donnée. Donc l'interconnectivité des solutions informatiques, c'est une autre évolution de la technologie qui est extrêmement importante. Et on le voit aujourd'hui, hein, les solutions self-service sur le web viennent avec tout un panel d'API qui permettent de se connecter à des différents systèmes. Et Lucanet a développé depuis de nombreuses années des connecteurs avec les principaux systèmes comptables. Donc on a plus de 300 connecteurs aujourd'hui existants avec les principaux systèmes comptables du marché qui nous permettent d'absorber toute l'information pour pouvoir en bénéficier dans l'outil sans la traiter de manière manuelle. Au niveau de l'interconnexion des outils et des données, ça me permet de rebondir sur le reporting ESG, où il va falloir connecter des données financières et extra-financières. Ma question va s'adresser à vous deux à présent. Quel est, selon vous, le rôle de la direction financière, et tout particulièrement du directeur ou de la directrice financière, pour tout ce qui est reporting ESG? Quelle va être sa place ? Selon moi, la direction financière a un rôle central par rapport à l'ESG. Dans le cas de l'Akin, on fait partie de l'accélérateur BPI qui sert justement à accélérer la performance de la société. Et dans ce cadre-là, on a pu, parmi d'autres choses, bénéficier d'un atelier maturité RSE qui nous a permis pour nous de poser des jalons, de mettre une roadmap, de voir aussi qu'on avait fait des choses. Et dans ce cadre-là, en fait, on se prépare à la directive CSRD. Et pour cette directive, ça sera la direction financière qui, en tout cas dans notre groupe, qui agira en premier dessus. Sur cette directive CSRD, il faut avoir un outil. L'outil sur lequel on se reposera, ça sera un outil sur lequel on fait confiance. C'est là où les outils SaaS ont un rôle qui peut vraiment être crucial là aussi, parce qu'il y a de la conformité dont il y a une nouvelle conformité. Je veux dire par là une conformité à laquelle on n'a pas été habitué jusqu'à présent. Et le fait d'avoir un outil sur lequel on peut se reposer sur la conformité notamment, c'est quelque chose de très important. Également, on voit qu'il y a beaucoup de demandes. On a la demande de clients actuellement, même si pour nous, la directive elle sera applicable qu'en 2026. On voit qu'on a déjà des demandes de clients, donc il faut qu'on puisse y répondre avant le moment où ça sera obligatoire pour nous. On a aussi des demandes de notre fonds. On sent que quand on doit répondre à des appels d'offres, ça va bientôt devenir un élément très important, un élément de décision. Ça l'est sûrement déjà sur certains auxquels nous, on n'a pas participé. Et il y a j'allais dire autre chose, j'ai oublié. Ça va me revenir. Non, je suis d'accord. Il est très important de pouvoir se préparer à cette obligation, même si aujourd'hui, on voit que selon certains critères, ça repousse l'échéance au-delà de 2026.
il est important de pouvoir commencer à se mettre dans ce bain-là, puisque ça va être une obligation réglementaire qui sera dans un premier temps auditée de manière relativement légère, mais dans un deuxième temps qui sera auditée avec la même intensité et la même exigence que la donnée financière. Et donc il est important de rentrer rapidement dans ce moule-là. Donc nous, chez Lucanet, on a produit notre premier rapport ESG en 2022. Donc de manière complètement volontaire. Ça a été confirmé par la suite puisqu'on a été acheté par un fonds d'investissement qui nous pousse très fortement à répondre à ces obligations-là, puisque ça a aussi des impacts financiers. Ça a des impacts sur les taux d'emprunt, par exemple, dont ils vont pouvoir bénéficier en fonction du respect des règles ESG des participations dans leur portefeuille. Donc c'est très important. Et je suis d'accord, le DAF a un rôle primordial à jouer dans ce jeu-là, en tant que spécialiste de la donnée, spécialiste du reporting, capacité d'analyse. C'est évidemment la direction financière qui est aujourd'hui la mieux à même pour prendre cette fonction de reporting en main, même si dans les plus grands groupes, des directions spécifiques vont se créer ou ont déjà été créées. En tout cas, pour les ETI, les PME, c'est très clairement le DAF qui va prendre le lead sur le sujet. Exactement. On parle également beaucoup d'IA. Lors de la plénière tout à l'heure qui était dédiée à ce sujet, beaucoup d'informations nous ont été déjà communiquées. Ça s'invite dans tous les secteurs de l'économie. Pour vous, quels vont être les atouts, les avantages de l'IA et surtout de l'automatisation des processus via l'IA? Comment vont-ils permettre d'aider les directions financières? On sent que ça va transformer le métier. On ne sait pas exactement à quelle vitesse, sûrement rapidement, mais on sent que ça va transformer le métier. Dans le cas de l'Akin, on pense que ça va d'abord pouvoir nous aider dans les tâches à moins forte valeur ajoutée. Et au fur et à mesure, ça sera sur des valeurs de plus en plus complexes ou avec de plus en plus de valeur ajoutée. On voit par exemple que chez nous, ça peut servir dans le cas de la gestion commerciale pour le traitement des cas clients. C'est là où on voit une première utilisation. Et après, il y a tout le traitement des factures, des demandes d'achat, des PO, où ce traitement comptable, c'est quelque chose où on voit qu'il peut y avoir de l'IA. Par la suite, à plus moyen terme, c'est vraiment sur le reporting, et là ça rejoint Lucanet de nouveau, où l'IA, on voit que ça peut aider. Ça peut aider d'abord sur la construction, mais ça peut aider sur l'analyse, et ça va, comme le disait une personne dans la plénière sur l'IA, ça va pousser vers le haut sur toutes les compétences financières, puisqu'on va maximiser du temps de réflexion en fait. Et Stéphane? Donc chez Lucanet, il y a deux niveaux d'impact de l'IA sur notre organisation. Premier impact interne. Comment est-ce qu'on va utiliser l'IA en interne pour améliorer nos processus fonctionnels ou même les processus de développement. Et on a commencé à mettre en place l'IA pour faire du développement prédictif. Donc, c'est-à-dire que nos développeurs vont exploiter l'IA pour à la fois accélérer le processus de développement, où typiquement l'IA va comprendre le sens du code qu'on commence à taper, va nous proposer, un peu comme on le fait dans un texto, l'intelligence nous propose la suite de la phrase, mais là c'est la suite du code qui est proposé. Et ça permet également de challenger, d'optimiser le code pour rendre les développements plus efficaces. Donc c'est encore une fois des gains de productivité pour les développeurs. En interne, on a également un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées pour pouvoir bénéficier de l'IA, notamment générative, pour pouvoir utiliser des interfaces conversationnelles pour pouvoir interroger notre grosse base de données, d'informations, de contrats, de tout ordre, pour pouvoir justement bénéficier plus rapidement d'une recherche enfin intelligente, où on va pouvoir discuter avec ce chatbot pour pouvoir obtenir des informations sur notre environnement, sur nos clients, sur nos contrats. Mais là où l'IA va avoir un impact beaucoup plus important, c'est sur notre solution
ou de manière très concrète, quelques exemples, l'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer la réconciliation des intercos. En tant que directeur financier, je suis sûr que ça peut vous intéresser, comment on peut enfin utiliser une intelligence artificielle pour améliorer la très fâcheuse réconciliation des intercos, sur la génération de tableaux de flux de trésorerie également, savoir identifier toutes les opérations qui seraient à impact cash et de pouvoir construire automatiquement des tableaux de flux de trésorerie. On va l'utiliser là très prochainement, on annoncera ça au mois de juin lors de notre grand-messe annuelle. On va mettre en place l'intelligence artificielle dans le cadre du disclosure management. Vous le savez, aujourd'hui pour l'ESEF, pour répondre aux enjeux de l'ESEF, on doit respecter un tagging pour pouvoir respecter la taxonomie. Tagging, c'est simplement faire le rapprochement entre des indicateurs de nos tableaux financiers vers la taxonomie officielle européenne. Et cette taxonomie, ce tagging, comme on appelle ça, pourra être fait automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Et ce sera aussi le cas demain pour l'ESG, puisque comme vous le savez, l'ESG doit aussi répondre à ces enjeux de production de rapports au format XBRL, donc avec ces enjeux de tagging. Et donc l'intelligence artificielle va permettre de taguer automatiquement, ou en tout cas de proposer à l'utilisateur une première couche de tagging qui pourra valider ensuite par la suite. Ok, merci Stéphane. On est arrivé déjà à la fin de notre atelier. Une dernière question en 3 mots. Quels sont pour vous les conseils que vous donneriez au DAF pour faire face à la complexité de la direction financière dans un monde qui change ? Je dirais qu'il faut être sûr de ses fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la certitude des comptes, c'est le cash, très important le cash en ce moment. C'est toutes les parties contrôle. Une fois que ces fondamentaux sont certains, sont acquis, c'est pouvoir dédier du temps sur la performance financière, sur le côté business partnering. Et pour la direction financière, tout ça, c'est ce qui doit mener à pouvoir prendre des décisions sur des décisions stratégiques, à pouvoir gérer les risques en fonction de ces éléments, en fonction des données qu'on a pu analyser, en fonction des données prospectives qu'on a pu construire. C'est vraiment pouvoir se focuser sur gérer les risques et ces décisions stratégiques sur lesquelles il faut vraiment passer de plus en plus de temps. Super. Merci beaucoup Cédric, merci Stéphane. Avec plaisir. Merci à tous. Merci à tous. Merci de votre attention.